Donc, notre premier participant, M. Hervé Christoffol, maître de conférence en génie mécanique à l'Université d'Angers. Il a été élu secrétaire général du CNESUP lors du congrès d'orientation du syndicat à l'Université de Marne-la-Vallée. Ses principaux champs d'intérêt, la formation des enseignants, la revalorisation des carrières et la reconnaissance du doctorat. Alors, je lui cède la parole. Merci. Donc ça, c'est mes champs d'intérêt syndicaux, hein, c'est pas... Parce qu'aujourd'hui, je suis en fin de compte le représentant syndical français, parce que comme le disait Christian Laval hier, ce n'eût pas été convenable quand même d'organiser un colloque sur les transformations de l'université sans inviter un représentant syndical. Donc aujourd'hui, je vous parlerai depuis ma position de représentant syndical. Donc la communication n'est pas une communication de recherche en sciences de l'éducation, puisque comme ça a été dit, moi je suis chercheur en génie industriel et mon thème de recherche, c'est l'ingénierie de l'innovation. Donc aujourd'hui, je vous présenterai donc l'état de la connaissance et de nos analyses syndicales sur les transformations de l'enseignement supérieur en France, à l'issue donc des 10 années que nous venons de connaître, hein, avec 2 gouvernements successifs. Et puis ce week-end, on a eu quand même une bonne nouvelle, on a échappé au pire. Hein, mais par contre, le nouveau président, son programme pour l'enseignement supérieur et la recherche, c'est aller encore plus loin, d'accord, dans tout ce qui a été mis en place au cours des 10 dernières années. Donc, ça nous promet de beaux combats à venir. Alors, pour aborder ma présentation, je présenterai rapidement la place de l'université dans l'enseignement supérieur et la recherche en France. Je parlerai du financement en particulier, puisque c'est un des leviers d'action importants avec les politiques qualité d'évaluation, hein, du pilotage de l'université par les politiques, voir qu'est-ce que sous-tend, en fin de compte, cette stratégie de financement comme objectif de transformation de l'enseignement supérieur en France, les impacts sur les établissements, sur les personnels et sur les missions, et puis quelques perspectives, quelques comparaisons aussi internationales. Alors, je ne vais pas vous expliquer l'organisation de l'enseignement supérieur en France. Comme vous le voyez, c'est assez compliqué. Juste dire qu'aujourd'hui, quand même, on a à peu près 80% d'une classe d'âge qui arrive au niveau du baccalauréat. Alors, ce n'est pas la même définition que chez vous, hein. Le baccalauréat, c'est juste à 16-17 ans, à la fin des études secondaires. Après, on a environ 42% d'une classe d'âge qui est diplômée de licence aujourd'hui. Et puis 16% qui est diplômé de master, et la France forme 12 000 docteurs environ par an. Alors, la loi de 2013 a proposé, donc, et a même imposé la conception d'une stratégie nationale pour l'enseignement supérieur et la recherche. Et concernant l'enseignement supérieur, cette stratégie nationale a pour objectif, en 2025, d'amener 60% d'une classe d'âge au niveau licence, 25% au niveau master, et de former 20 000 docteurs par an. Donc c'est ambitieux, d'accord, nous, on y souscrit complètement. Maintenant, ça a des conséquences quand même importantes quant à l'accueil du nombre d'étudiants, parce qu'on a la chance en France d'avoir un taux de fécondité très fort. Hein, il était autour de 1,7, 1,9 dans les années 2000. Il est même monté à 2 enfants par femme en 2014. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on va accueillir au cours des 10 prochaines années entre 350 000 et 500 000 étudiants supplémentaires. Voilà. Donc c'est ambitieux. Et juste quand même pour expliquer le système, donc ça a été évoqué aussi hier, on a un système dual, donc avec d'un côté donc des grandes écoles, de l'autre côté des universités. On a même un système à 3 partenaires, parce qu'il y a les lycées aussi qui sont partie prenante de ce processus, puisque à travers les classes préparatoires aux grandes écoles et les sections de techniciens supérieurs, ils forment aussi des cohortes à Bac+2. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut dire que sur les 2 500 000 étudiants qui sont inscrits en France en 2015, hein, il y avait 1 600 000 qui étaient à l'université, hein, environ donc 62%, dans 74 universités. Il y avait 600 000 étudiants dans les écoles et 300 000 étudiants dans les lycées. Alors, pour encadrer tout ce monde, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais là, je m'intéresse plutôt à l'enseignement supérieur, donc à environ 200 000 personnels, la moitié
en enseignants et enseignants-chercheurs, et l'autre moitié un peu en personnel administratif et technique. Ce qu'on peut relever quand même, c'est que le taux de précarité est très fort, puisque au niveau des enseignants, il se situe à 30%. Il n'y a que 70% qui sont titulaires. D'accord ? Et il y a 40% également des personnels BIATS qui sont contractuels. C'est le plus haut taux de précarité de toute la fonction publique d'État en France. Au niveau égalité femmes-hommes également, on est loin de l'objectif, puisqu'on a seulement donc 38% de femmes parmi les enseignants-chercheurs, même parmi les professeurs d'université, c'est une femme pour 4, d'accord ? Alors que par exemple, pour élément de comparaison, dans les professeurs des écoles en primaire, il y a 3 professeurs pour un professeur. Voilà, donc c'est l'inverse au niveau du primaire. Et puis, ajouter à cela aussi 130 000 vacataires. Alors, on ne sait pas trop, le ministère ne le sait lui-même pas très bien, parce que tous les établissements ne font pas remonter tous leurs chiffres très précisément là-dessus. Mais on a aussi une armée de vacataires qui vient donner des cours comme ça pour 40 € de l'heure, donc 10 € du travail réel. Voilà pour la situation un petit peu de l'encadrement. Alors, je le disais, on va accueillir beaucoup d'étudiants, mais on en a déjà accueilli pas mal. Il y a eu une massification importante au cours des dernières années. Là, on le voit la courbe entre 2009 et 2016. On a accueilli environ en moyenne 35 000 étudiants de plus par an, soit quand même une belle université. Et puis, bon, avec une répartition un petit peu différente, suivant en effet les universités et les écoles. Mais sur cette même période, ce qui est intéressant de voir, c'est que donc de 2009, pourquoi je prends 2009 ? Parce que c'est la loi LRU, donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a mis en place ce qu'on appelle chez nous l'autonomie des universités. Vous allez savoir, c'est pas la même chose que tout à fait que chez vous. En effet, la polysémie des termes est intéressante à préciser. Donc sur cette même période, on a perdu 7 150 postes de titulaires, dont en moyenne un recrutement diminué de 1100 professeurs par an. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a en 2017 le plus bas taux de recrutement de professeurs d'université et de maîtres de conf de toute la décennie passée. Et dans la même période, en effet, on a recruté plus de 13 600 contractuels, pour justement, parce que évidemment, un professeur d'université, ça va coûter entre 60 000 et 80 000 € à recruter. D'accord ? Vous prenez un contractuel, ça vous coûte 20 000 € pour la même chose. Face à l'austérité qui nous a été imposée, c'était la marge de manœuvre qu'avaient les présidents d'université pour faire tourner le fonctionnement des universités. Alors, justement, le budget, comment est-ce qu'il a évolué sur cette période ? Eh bien, il a très, très légèrement progressé en euros courants. Aujourd'hui, la majorité du fonctionnement de la dotation vient du ministère, pour 50%. Mais il vient aussi du ministère de l'Éducation nationale. Ça, c'est pour la partie lycée. On le voit, c'est à peu près 10% du budget. Donc, on le voit qu'ils sont mieux dotés que nous, parce que 10%, ils ont que 300 000 étudiants. Il y a des autres ministères aussi. On a les collectivités territoriales aussi qui participent au financement. Et puis, donc, d'une moindre mesure, le financement privé. Et puis, donc, les ménages, à travers, donc, entre autres, les frais d'inscription. Alors là, c'est globalisé sur tout, privé et public. D'accord ? Donc, dans le public, évidemment, c'est beaucoup moindre. Globalement, les financements publics, ça atteint 81% en moyenne de la dotation. Toujours, pareil, globalisé sur l'ensemble des établissements. Et on voit que c'est très stable sur la période passée. On a un léger désengagement de l'État, mais globalement, voilà, on est très stable. Alors après, ça, évidemment, c'est des euros courants. Si on met ça en euros constants, on s'aperçoit qu'on a eu une baisse. D'accord ? Et sur la même période, la baisse, elle est de 850 millions d'euros. Comme par hasard, 850 millions, c'est ce qui a été réaffecté par l'intermédiaire des programmes d'excellence, dits programmes d'investissement d'avenir. Donc on a paupérisé tout le monde, d'accord, pour servir quelques-uns. Alors en effet, si on regarde la dépense intérieure d'éducation pour l'enseignement supérieur, d'accord, eh bien depuis 2009, eh bien, elle est de 1,38. Et en 2015, elle était de 1,39. Elle va baisser, je pense, en 2016. Et
Et puis 2017, ça pourra peut-être un petit peu améliorer. Si on voit le financement par étudiant, puisque c'était évoqué aussi ce matin, hein, en moyenne, vous voyez, il est de 11 680 €. Donc on est bien en deçà quand même hein, du financement que vous avez au Canada, on le verra tout à l'heure. Et il a même baissé donc, entre 2014 et 2015. Baisse essentiellement à l'université, parce qu'on a vu que dans les CPG, les classes préparatoires et dans les lycées, par contre, là, on a une légère inflexion à la hausse du financement par étudiant. Alors, non seulement on est paupérisé globalement, mais en fait, il y a aussi une très, très grande inégalité historique hein, de dotation entre les universités d'une part et les écoles d'autre part. Hein, les écoles, le financement par étudiant, il est autour de 20 000 €. Il peut monter même à 60 000 € dans l'école normale supérieure, etc. Hein, donc là, on a vraiment des disparités très importantes qui auraient dû être comblées par un programme dit de convergence qui, en fin de compte, n'a rien fait d'exceptionnel. Alors, où se trouve la France au niveau international ? Eh bien, on est un tout petit peu au-dessus de la moyenne de l'OCDE, ce qui, quand même, pour une nation qui s'enorgueillit d'être entre la 5e et la 6e puissance économique mondiale, est pas très, très glorieux, quand même, hein, d'être à la 12e ou 13e place en termes de financement de l'enseignement supérieur. On voit que le Canada, vous êtes quand même beaucoup mieux loti que nous hein, en ce qui concerne la dépense par étudiant. Alors, d'où vient, en fin de compte, cette politique hein, à quoi elle rime? Eh bien, notre analyse conclut que, finalement, il y a deux objectifs importants au niveau politique. D'une part, ne pas augmenter la dépense de la nation pour l'enseignement supérieur et la recherche, afin de rembourser la dette, d'augmenter la productivité, de ne pas accompagner la démographie, parce qu'il n'y a rien de plus prévisible que la démographie une fois que les enfants sont nés. Hein, donc tout ça, ils l'ont, hein, les statistiques, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc désengager l'État au profit d'acteurs économiques dont, normalement, le financement devrait monter, alors par l'intermédiaire de la formation professionnelle, de l'assistance technique, du transfert de technologie, etc. Voilà, donc il faut vraiment impulser cette volonté de mettre les universités au service hein, du tissu économique. Donc ça, c'est le premier objectif. Et puis le deuxième objectif, c'est augmenter la visibilité internationale aussi des établissements. Donc apparaître dans les classements internationaux, parce que c'est dramatique en France, on n'a pas d'université très haut placée dans les classements internationaux, alors ça on s'en désole. Hein. Dans le grand marché international de la connaissance, c'est pas très glorieux. Donc il faut être leader en effet sur certaines thématiques de recherche, il faut trouver des niches à tout prix. Hein. Alors peut-être pour... je ne sais pas, peut-être diversifier la formation des élites, hein, ça peut être un objectif, je ne sais pas, c'est une hypothèse en tous les cas, ou valoriser un ministre, parce que évidemment, quand il aura placé une université dans le top 20, là, évidemment, il pourra s'en enorgueillir. Alors, pour ces deux objectifs, il y a trois stratégies. Un, c'est l'autonomie. Deux, c'est l'excellence. Trois, c'est les regroupements. Alors, l'autonomie, évidemment, c'est un beau mot, hein, c'est l'émancipation, c'est l'indépendance. D'accord ? Nous, ça a été clairement utilisé pour imposer aux établissements la baisse du financement par étudiant. D'accord ? On va vous donner la masse salariale et le budget global de l'université, d'accord ? Et vous allez vous débrouiller. C'est plus nous, le ministère, qui vous imposons des restrictions, c'est vous-même qui allez vous-même vous les imposer. L'excellence, eh ben, c'est le moyen de justifier le financement de quelques-uns, d'accord, et la paupérisation de tous. D'accord ? Et les regroupements, eh bien, ça va être le moyen d'atteindre la visibilité internationale, parce que, bon, au niveau scientifique, c'est long quand même de former un prix Nobel. Hein ? Donc, si on veut grimper, il faut plutôt grossir. Alors, l'autonomie, en effet, qu'est-ce qui s'est passé en 2009 ? Parce que c'est à ce moment-là que ça s'est mis en place. On a eu donc le ministère qui, avant donner aux établissements uniquement le budget de fonctionnement et d'investissement, a concédé au président d'université l'ensemble de la masse salariale, d'accord, avec responsabilité pour lui de l'affecter là où il pensait que c'était bon de recruter,
hein, de licenciés, etc. Hein. Donc évidemment, les présidents d'université, ils ont d'un seul coup, leur pouvoir a énormément grandi. D'accord ? Ils ont vu leur budget grimper de 400%. Hein, là où ils avaient un budget de 40 millions d'euros, il est passé à 200 millions d'euros d'un seul coup. Oh, voilà, donc c'était formidable. Bon, l'État a quand même mis le haut là. D'accord ? Il y a eu un plafond d'emploi État qui a été octroyé par établissement. Il ne s'agit pas, c'est pas de recruter à tout va non plus. Hein. Hein. Et puis, il y a eu une règle de fongibilité asymétrique qui a imposé qu'on pouvait transformer du salaire en fonctionnement, mais pas l'inverse. Hein, voilà, ben non, quand même. Hein. Et puis il y a eu une négociation technique qui, dans l'hypothèse du transfert, a dit globalement, votre masse salariale ne veut pas évoluer eu égard à la progression de carrière des enseignants, parce qu'il y en a qui vont partir en retraite, vous allez en rembaucher des jeunes. Donc GVT, ce qu'on appelle glissement biais technicité, nul. Ce qui n'est pas vrai du tout, on verra. Inflation nulle, bon, pourquoi pas. Activité stable, bah oui, avec la progression du nombre d'étudiants sûrement. D'accord. Dotation équitable en établissement, ah bon ? Bon, d'accord. Et puis, bah, du coup, si vous avez de la croissance, vous le financez sur vos ressources propres. Voilà, c'était ça la négociation. Donc évidemment, tout ça, ça a plongé l'ensemble des établissements, d'accord, en déficit très rapidement, d'accord. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait aussi appliquer une politique d'excellence. Alors, à travers donc, ce financement par appel à projet concurrentiel, dit PIA 1, PIA 2, avec les fameux bidulex, hein, les initiatives d'excellence, ou IDEX, initiatives sciences, technologies, économie, territoire, les ICIT, d'accord, les équipex, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'on a fait ? Donc, on a fait un jury international, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas être partie prenante, d'accord, en France, pour juger nos propres laboratoires d'excellence. Donc, on a convoqué un jury international sous le commissariat général à l'investissement, d'accord, qui a attribué, dans le cadre du PIA 1, les financements exceptionnels au site du CNRS des années 1970. Il fallait bien tout ça, d'accord, pour s'apercevoir en effet que la recherche avait été concentrée dans les centres CNRS dès les années 70. Bon. Donc là, on a eu ça. Mais quels étaient en fait compte les critères d'attribution ? Donc bien sûr l'excellence scientifique, hein, donc la bibliométrie, le rayonnement international, bon, normal, on va dire presque, hein, cette logique. Mais il fallait aussi un pilotage resserré. Ah, qu'est-ce que ça veut dire un pilotage resserré ? Ben, ça veut dire un petit nombre de mandarins qui vont affecter derrière. Parce qu'une fois que vous recevez la manne financière de ces opérations, il fallait la redistribuer en interne. D'accord ? Donc là, on n'allait pas faire un truc avec démocratique. C'est pas là, on est sur l'excellence là. Hein. Donc l'excellence, c'est quelques-uns qui vont décider qui est excellent en dessous. Hein. Donc là, on a des tout petites équipes en interne, d'accord, qui se répartissent par appel à projet interne. Il ne fallait pas passer d'appel à projet, donc il fallait refaire des appels à projet en interne, d'accord, les différents, la manne financière de ces différents points. Alors évidemment, dans ces périmètres d'excellence, on n'a pas mis tout le monde dans un établissement. Ben non, tout le monde n'est pas excellent. Donc, du coup, on a coupé les labos, on a coupé les équipes, on a redéfini des niches, etc. Donc, il y avait les bons et les cons. Hein, et donc, les bons pouvaient postuler, d'accord, aux initiatives d'excellence in fine. D'accord, et on arrosait là où c'était déjà bien mouillé, parce qu'en général, ces gens-là, ils avaient déjà des financements corrects. Hein, et puis, autour, on assèche. Hein, et en plus, dans les initiatives d'excellence, quand l'État met 1, il impose à l'établissement de mettre 3 et d'aller chercher 1 auprès des collectivités territoriales et des acteurs économiques. Donc, on a en plus tous les budgets des autres périmètres, d'accord, qui sont complètement asséchés par l'université, qui doivent en permanence, d'accord, renflouer ce périmètre d'excellence interne. Alors, très rapidement, on a aussi eu des problèmes de financement. Parce qu'évidemment, tous ces rééquilibrages internes, etc., eh bien, ça a arrosé énormément certaines équipes. Et puis, au bout d'un moment, même les établissements ont eu du mal. On va le voir, hein, par la suite. Et puis, troisième opération, les regroupements.
Donc là, il faut être visible, hein, il faut être gros, etc. Alors on avait 3 options, les fusions, les communautés, les associations. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué en France, hein. Il y avait plus de 80 universités, plus de 150 établissements, donc il fallait un petit peu rationaliser tout ça. Donc on est arrivé in fine à peu près 25 regroupements, donc certains qui sont visibles de la Lune, hein, puisque on voit que l'université Bretagne-Loire, dont je fais partie, c'est 160 000 étudiants, 400 km entre les différents établissements. Hein, voilà. Et puis d'autres, en effet, à de taille plus restreinte sur des communautés, enfin sur des métropoles. Hein, on le voit à l'université Grenoble-Alpes, par exemple, hein, où là, en effet, ou plus récemment, il y a eu des fusions aussi à Clermont-Ferrand. Bon, voilà. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce sont des fusions, c'est comme dans les fusions-acquisitions dans le privé, ça coûte énormément de faire ça. Déjà, ça coûte du temps. Hein, après, ça va coûter de l'harmonisation administrative. Hein, et essayer de fusionner l'UQAM et l'U2M. Vous allez voir qu'au niveau administratif, c'est pas tout à fait pareil. D'accord? En plus que c'est pas dans les mêmes réseaux, j'ai compris. D'accord? Mais oui, ça va. C'est un processus énorme qui mobilise du personnel technique, administratif, mais aussi tous les professeurs, tous les chercheurs. Enfin, c'est un chronophage énorme, c'est coûteux. C'est hyper bureaucratique, on met une couche supplémentaire, d'accord? Et puis c'est destructeur aussi de la démocratie, parce que les nouveaux conseils d'administration, les personnels sont sous-représentés. On n'a pas pu le faire dans les universités, d'accord? Mais là, au niveau des regroupements, là, clairement, les personnalités extérieures et les membres sont majoritaires. Hein. Au niveau des conditions de travail, c'est des mobilités forcées, en particulier pour les personnels administratifs ou des mobilités fonctionnelles, voilà, sur des périmètres parfois assez importants. Et puis, quant à l'offre de services publics, quand on va voir que tous à budget constant, on a fait ça, eh bien, derrière, ça a demandé des mesures d'austérité draconiennes. Donc, derrière, c'est de l'offre de formation qui est sabrée, c'est des budgets de recherche, bon, bien sûr, qui sont grandement diminués. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Hein. Très rapidement, en 2011, on a 19 opérateurs qui sont dans le rouge. Et puis, même ceux qui ont tout fait bien, ils sont très mal. Actuellement, l'université de Grenoble-Alpes qui a tout fait, parce qu'elle a fait une commune, elle s'est regroupée. Elle a fusionné des universités. Elle a un IDEX. D'accord? Donc, vraiment, elle a tout fait, tout ce qu'il fallait, toutes les bonnes réponses. Ils sont à plus de 13 millions de déficits en perspective. Ce qui veut dire une réduction de leur masse salariale de 10 millions d'euros, d'accord, 7 millions de cessions de bâtiments, parce qu'évidemment, ils vont devoir vendre des bâtiments pour essayer de sortir, hein, il faut vendre les bijoux de famille, tout ça. Hein, et puis, réduction de 4 millions aussi au niveau du fonctionnement. C'est ça le plan de retour à l'équilibre. Strasbourg, ça a coûté moins 10 millions. L'AMU, ça a coûté 10 millions d'euros aussi. Et puis, bien sûr... globalement, la masse salariale explose, comme je l'avais dit, parce qu'il y a eu entre-temps une réforme des retraites. Il faut travailler plus longtemps, donc les gens restent plus longtemps. Voilà, donc voilà, on ne peut plus suivre la masse salariale et donc il faut imposer des plans d'austérité importants avec plus de 12 000 emplois qui sont gelés actuellement sur l'ensemble des universités, des recrutements de contractuels, des fermetures de formation, des mutualisations de cours, des tailles de groupe qu'on doit augmenter, et puis des maquettes d'heures qu'on doit grandement réduire pour faire des économies. Alors, ça a déjà été fait, ça, au Royaume-Uni. D'accord? Donc, toute cette politique d'excellence sur appel à projet, elle a eu lieu déjà depuis une trentaine d'années au Royaume-Uni. Et actuellement, il y a à peu près 4 universités avec cette logique d'appel à projet d'excellence systématisée qui squattent 33% de l'ensemble des financements publics sur 170 universités. D'accord? Les conséquences, ça a été évidemment des licenciements massifs au niveau des personnels en contrat. Hein. Et puis globalement, une individuation, une compétition exacerbée entre tous les membres. C'est ce qu'on peut appeler la stratégie de l'iceberg. D'accord? C'est comme on ne peut pas financer tout le monde, ou qu'on ne veut pas. D'accord? On va financer 10% à peu près des établissements. D'accord, pour avoir une visibilité internationale, pour dire regardez comme on est bon. Aujourd'hui, qui met en doute l'excellence de la formation en Angleterre? Voilà, ils ont quelques universités dans le top des rankings. D'accord, bon, bah, le reste, elles sont exsangues.
Hein, la formation, il y a de moins en moins de jeunes qui se forment à l'université en Angleterre, mais c'est pas grave. Hein, globalement, le niveau de la population en formation baisse, mais bon. Et puis donc 90% qui est en dessous. Alors nous, ça ne marche pas encore. Malgré tout ça, tout ce qu'on a, ça ne marche pas encore, puisque l'UMPC, l'université Pierre et Marie Curie, qui est la première université au classement de Shanghai, est que 39e. Bon, c'est pas encore très glorieux de dire qu'on est 39e. D'accord. Paris Sud 49e, mais alors là, Paris Sud, ils vont fusionner avec... ils ont du mal quand même avec d'autres écoles, parce qu'il y a Polytechnique sur le plateau de Saclay, il y a un grand projet ambitieux là-bas pour essayer de faire monter cette université d'excellence dans les classements. Mais bon, pour l'instant, ces deux universités, elles ne sont pas dans les processus de fusion. Celles qui ont fusionné, elles sont encore dans les 100, 150e. Donc vous voyez, même l'effet de masse n'a pas réussi à les faire remonter à la surface. Alors les impacts sur la recherche, ils sont patents. Bon, tout est orienté vers la recherche appliquée, vers l'innovation. Hein, principalement, principe de sérendipité, on a oublié, on ne sait pas ce que c'est. On pense que tout le processus est toujours linéaire, hein, recherche fondamentale, recherche appliquée, recherche et développement. Bon, même si tout le monde a dit que ça, c'était absolument pas le processus qui permettait de faire des innovations, mais c'est toujours ça qui est logique. Et puis le système de management, c'est le système de management néolibéral. On pense qu'on peut accélérer les transferts, qu'on peut piloter la recherche avec des intérêts de court terme, que plus on va concentrer les financements publics sur les meilleurs, plus ils vont produire. Ce n'est pas du tout le cas. Et puis appliquer donc les règles du New Public Management, hein, à savoir déconsidérer les fonctionnaires, déconsidérer les recherches qui n'ont pas une contribution à court terme sur l'économie. Il y avait un candidat à l'élection présidentielle qui a dit de toute façon, tout fonctionnaire n'est pas enclin à prendre des risques, à faire des projets. Donc il faut avant tout des contractuels qu'on peut plus manager, hein, sur lesquels on peut mettre la pression, etc., pour mener des projets ambitieux. Diminuer les salaires de tout le monde, hein, précariser les personnels, augmenter les primes, les mettre en concurrence les uns avec les autres, les évaluer quantitativement et individuellement pour justifier derrière les inégalités et la concentration de moyens, et puis les distraire, d'accord, pour pas qu'ils soient occupés justement à se plaindre, d'accord. Et voilà ce qu'on a subi depuis 10 ans. D'accord, avec les différentes lois. Alors, il y en avait eu avant. Avant, il y avait eu bien sûr la stratégie de Bologne en 2005. Hein, et ça continue parce qu'on va avoir un pays à 3. Hein, un pays à 3 pour faire des expériences pédagogiques. Un pays à 3 pour faire pour mettre au niveau énergétique les bâtiments, comme si tout le monde n'en avait pas besoin. Il va falloir encore faire des appels à projets, d'accord, pour faire des innovations pédagogiques et pour mettre à niveau les bâtiments. Donc les impacts sur les personnels, ils sont énormes. Hein, il y a du burn-out, il y a eu des tentatives de suicide, il y a même eu des suicides malheureusement réussis. Il y a des tensions énormes dans les équipes. Au niveau scientifique, entre les réponses, les projets qu'on vous demande de planifier, hein, les différents appels à projets, vous n'avez plus le temps de penser, le reporting, hein, tout, etc. Voilà, je passe. Pourtant, de l'argent, il y en a, hein, puisque les financements en France sur pour la recherche privée, ils sont en croissance énorme. Hein, le CIR a bondi de 1200%. Donc là, c'est le financement de la recherche privée par les fonds publics. Hein, ça atteint 6 milliards d'euros actuellement en France. D'accord. Le crédit compétitivité emploi, il y a eu 40 milliards qui ont été donnés aux entreprises pour un résultat en emploi, etc., etc., etc. Alors, on se mobilise quand même. Hein, donc, il y a eu des mobilisations importantes en 2009. Il y a eu un mouvement Science en marche en 2014, mais pour l'instant avec des résultats très limités. Il y a eu un mouvement intersyndical important en 2015, donc qui a permis une légère augmentation du budget en 2017. Hein, mais on est loin vraiment de ce qu'il faudrait. Pour atteindre 2% de PIB, comme le prévoit la Stranes, il faudrait une augmentation de 3,5 milliards par an. Voilà, je pense qu'on peut rester là-dessus.